Le problème n'est pas de savoir s'ils viennent d'ailleurs et autres. On ne sait pas s'ils sont qu'est-ce qui peut piloter ça et comment. Est-ce que c'est à distance? Est-ce qu'il y a des êtres dedans? Est-ce que c'est piloté avec des appareils? On n'en sait rien, des robots, on n'en sait rien du tout. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il y a quelque chose qui régulièrement est autour de nous et qu'il va falloir un jour qu'on essaie de comprendre ce que c'est. Bonjour et bienvenue dans ce 3e épisode de EPAN, une série d'entretiens documentaires sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés, plus communément appelés OVNI. Un ancien directeur des renseignements français qui parle librement et sans détour de la réalité du phénomène OVNI, de leur récupération sur des lieux de crash, de leurs performances extraordinaires qui ont pu être observées, ou tout simplement de leur implication pour la sécurité nationale. C'est ce que vous verrez aujourd'hui en la personne d'Alain Juillet. Et il faut bien prendre la mesure d'une prise de parole comme celle-ci en France. Car si aux États-Unis, l'article du New York Times en 2017 et les événements qui en ont découlé ont permis un réel changement de regard au sujet des PAN, en France, il nous reste encore un peu de chemin à faire. Mais je suis convaincu que davantage de discussions, comme celles que vous apprêtez à avoir, amèneront progressivement à une meilleure appréhension du sujet et qu'à terme, ici aussi, le regard de nos institutions et du grand public viendra à changer. Dans les 2 premiers épisodes, on est vraiment rentré dans le détail de certaines choses qu'on va aborder aujourd'hui, donc si vous ne les avez pas vues, je peux que vous encourager à le faire. Quoi qu'il en soit, si cet épisode vous plaît, n'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire, à partager, car c'est vraiment votre soutien qui me permettra de continuer à faire ce projet. Bonjour Alain Juillet. Bonjour. Ça me fait très très plaisir de vous avoir dans ce 3e épisode. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, ensemble, on va parler des phénomènes aérospatiaux ou anormaux non identifiés. Et pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, je vais essayer de résumer très rapidement votre riche carrière. Donc, vous commencez dans l'armée. Vous commencez en tant que commando parachutiste dans le service Action, Documentation Extérieure et Contre-Espionnage, qui est en fait l'ancêtre de la DGSE. Oui, tout à fait. Vous passez ensuite dans le civil, vous resterez 19 ans chez Ricard, vous commencez en charge du développement de la marque à l'étranger, et ensuite vous gravissez les échelons jusqu'à devenir directeur général. Tout ce temps, vous restez dans l'armée, si je comprends bien, vous passez colonel, c'est ça? Oui, c'est ça, dans la réserve opérationnelle. D'accord. Vous êtes diplômé de l'université de Stanford, auditeur de l'Institut des hautes études de la défense nationale, fondateur et premier grand maître de la Grande Loge de l'Alliance maçonnique française. Vous êtes directeur du renseignement de la DGSE, haut responsable chargé de l'intelligence économique auprès de 3 premiers ministres, commandeur de la Légion d'honneur et chevalier de l'Ordre du Mérite. Voilà, ça fait déjà une fiche en moins. Oui. C'est ce qu'on appelle une vie bien remplie, non? Oui, enfin je crois que oui. Et maintenant, au stade où j'en suis, je pense que j'ai fait beaucoup de choses. Il m'en reste encore plein à faire que j'ai envie de faire, mais j'en ai fait pas mal. En France, vous êtes une des rares personnes, une des rares figures d'autorité, je dirais, à vous prononcer ouvertement sur la thématique des phénomènes aérospatiaux non identifiés. Tout à fait. Pour quelle raison? Parce que justement, vous l'avez évoqué, parce que je suis un ancien des services de renseignement, un ancien militaire, et que j'ai commencé à m'intéresser, si vous voulez, à ces objets volants non identifiés, pour prendre l'expression classique, quand je me suis rendu compte qu'en définitive, ces engins qu'on ne connaissait pas ou qu'on ne maîtrisait pas, existaient, parce qu'il n'y avait pas de doute, ils existaient bel et bien, mais puisqu'on ne savait pas les arrêter, qu'on ne les connaissait pas, on ne savait pas les arrêter, si jamais ils devenaient agressifs, c'était une catastrophe. Si vous voulez, sur le plan de la sécurité nationale, c'est ça. D'ailleurs, on en reparlera certainement, parce que c'est la prise de conscience qui est actuellement dans tous les pays du monde. À partir du moment où on a quelque chose qu'on n'arrête pas, on ne sait pas arrêter, on ne sait pas s'il sera agressif ou sympathique, ben on est obligé de faire attention. Parce que s'il est sympathique, il n'y a aucun problème. S'ils sont uniquement là pour regarder ce qu'on fait, il n'y a pas de difficulté. Mais si jamais on découvre qu'ils peuvent avoir des intentions malignes dans tous les domaines, je vous donne un exemple, par exemple. Il y avait les fusées stratégiques américaines, qui sont dans des silos aux États-Unis. Vous parlez d'ogives nucléaires, là? Oui, des fusées nucléaires, des missiles nucléaires qu'on peut lancer depuis des sites. En France, on avait le plateau d'Albion qui était comme ça, où il y avait des missiles nucléaires qui étaient là, programmés, et on avait juste à appuyer sur le bouton et ils partaient pour aller tomber sur une ville d'un pays ennemi. Bon. Il y a un témoignage qui a été confirmé il y a très longtemps, d'un OVNI qui était passé au-dessus d'un site donc, de missiles nucléaires américains. Sometime in the evening hours, I get a call from the main guard upstairs. He tells me that there are strange lights flying over the facility.
and he pointed with his arms, and he says it was right out there, hovering, motionless and without sound. Et les gardiens du site avaient constaté que toutes les commandes avaient été déconnectées. C'est-à-dire que l'engin était passé au-dessus, resté un petit peu de temps, et quand ensuite il est reparti, on s'est aperçu que plus rien ne fonctionnait au niveau des ordres de lancement. Donc un engin qui était au-dessus de cette base nucléaire a réussi à désactiver Exactement, à distance vraisemblablement les exactement. Roy Montana reported a UFO in the area, told the Air Force, and at the same time, 10 missiles in Oscar flight went off alert. I don't know if there's any incidents where 2 missiles went off alert at the same time, but the missiles would go off alert for no reason at all. It doesn't happen really. Somehow, some way, vehicles were able to maneuver right over those ICBMs and turn them off. Donc c'est terrible, si vous voulez, parce que imaginez que ça se passe sur tous les sites de missiles, eh ben, la dissuasion, si on peut appeler ça, ou l'agression qui est programmée, ben, elle ne peut plus se passer. Et c'est ça qui est le fond du problème. Ouais. Dans le cadre de la défense nationale, il est absolument nécessaire de s'en préoccuper. Et moi, si vous voulez, qui suis un ancien du renseignement français et qui me suis toujours été dans l'environnement de la défense nationale, ben, évidemment, je me suis dit, mais est-ce qu'il ne faut pas quand même regarder ça de manière un peu plus sérieuse? Et il faut pour ça dépasser un espèce de blocage qui date depuis longtemps, mais qui a été répandu un peu partout, où les gens vous disent « objet volant non identifié », oulala, les pans, comme on dit maintenant, oh là là, ça c'est les petits hommes verts et tout. Mais non, je m'en fous des petits hommes verts, moi, c'est pas ça qui m'intéresse. He knocked down our missiles, and they're very, very interested in our defense, our national defense. They're very interested in our nuclear weapons and our methods of delivering nuclear weapons. And that's what concerns me, is a problem with national defense. 3 years after the Malmstrom incident, in which 10 missiles were shut down, the Air Force released a fact sheet to the public. And it stated that no UFO reported, investigated, or evaluated by the Air Force was ever an indication of a threat to our national security. That was certainly a lie. Let's use the right word. Vous êtes né en 1942. Oui. En 1954, vous aviez 12 ans. Oui. Il y a en 1954 une vague d'observation qui est assez célèbre, l'automne 54. Oui. Je me demandais, est-ce que vous gardez un souvenir de cette vague d'observation d'OVNI à l'époque? Alors honnêtement, en 54, j'avais d'autres sujets d'intérêt. Il y avait Dien Bien Phu à l'époque. La bataille de Dien Bien Phu m'a marqué beaucoup plus, je peux vous dire, que toutes les histoires d'OVNI. Parce qu'à l'époque, moi, c'est ça qui m'intéressait, c'était cette guerre menée par des Français au bout du monde. Donc, à cette époque, pas tellement. Mais après, par contre, j'ai lu des articles qui m'ont intrigué quand même, parce que c'est toujours pareil. Quand on voit les descriptions qui étaient faites par les gens, alors tout le monde disait c'est des malades, ils ont abusé du vin rouge, mangé des champignons hallucinogènes, enfin bref, les gens disaient n'importe quoi. Bon, il y avait quand même des choses étonnantes là-dedans. Par exemple, et là on le revoit encore actuellement, parce que ça continue, c'est la vitesse de déplacement, qui est énorme, et surtout les zigzags. Do you ever drop your phone and it sort of bounces off the countertop and then bounces off something else, and it's sort of like no predictable movement, no predictable trajectory? Yeah, it goes and just turns abruptly and starts mirroring me. So as I'm coming down, it starts coming up. So it's mimicking your moves. Yeah, it was aware we were there. Un avion, il tourne, mais il a besoin d'une aire de giration, comme une voiture, comme tout engin, si vous voulez, humain. Et là, de pouvoir partir dans un sens, tourner à 90 degrés, mais dans l'instant, repartir dans l'autre sens, il y a une vitesse considérable. Can you describe how the aircraft maneuvered? Abruptly, very determinate. It knew exactly what it was doing. It was aware of our presence, and it had acceleration rates. I mean, it went from 0 to matching our speed in no time at all. Now, if the fastest plane on Earth was trying to do these maneuvers that you saw, would it be capable of doing that? No, not even close. Non seulement on ne sait pas faire, mais surtout, déjà à l'époque, on disait, physiologiquement parlant, le corps humain ne peut pas résister. On ne peut pas encaisser autant d'accélération et puis s'arrêter net. Les pilotes le savent bien, on peut encaisser un certain nombre de jets, on peut avoir une combinaison qui les freine, mais il y a une limite.
Il y a une limite au-delà de laquelle l'homme ou la femme qui pilote, il meurt parce que c'est le 9G. sang, C'est 9G, je m'étais renseigné, 9G avec une combinaison anti-G et pendant une courte très période. courte durée. Alors et là, que les objets... c'est fini, hein, il s'évanouit et puis c'est Ouais. fini. They can drop 70, 80,000 feet within just a matter of a few seconds. They can zigzag, and we physicists now have calculated the g-forces inside these, whatever they are. The g-forces are in the hundreds of times of the force of gravity. That'd turn any human into pea soup. Donc, si vous voulez, face à ça, face à cette réalité que personne ne pouvait expliquer, je me suis dit, quand même, c'est bizarre. Et puis, il y a eu le rapport Cometa, qui était fait par des gens qui étaient très sérieux. Il n'y avait pas de... C'est pas, si vous voulez, des hurluberlus, non. C'était présidé par Denis Letty, qui était général de l'armée de l'air. Oui, il y avait des généraux de l'armée de l'air, il y avait des militaires de toutes les armes, il y avait des ingénieurs de très haut niveau, enfin, il y avait des gens du CEA, il y avait des gens de la DGA, enfin, il y avait tout ce qu'il fallait. Et ils ont sorti un rapport, c'est même, je crois, le premier rapport intéressant qui est sorti dans ce domaine, de la part de gens qui étaient vraiment des grands professionnels et qui ont dit « Attention, il y a un problème ». Alors là, quand j'ai lu ça, je me suis dit « Là, il y a vraiment un problème ». Dans l'armée française, dans les services français, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'était pas un problème, c'était pas perçu comme un problème. C'était pas perçu comme un risque potentiel. Absolument. Les gens prenaient pas ça vraiment au sérieux, quoi. Pourtant, on sait que des pilotes de chasse, y compris dans l'armée de l'air, en observent. Y compris en France. Si vous voulez, à l'époque, alors maintenant, ça a bien changé. Hein. D'ailleurs, il y a eu aux États-Unis même, où ils ont donné instruction à leurs pilotes de raconter ce qu'ils voyaient. Il y a même une loi qui est passée récemment. Voilà, c'est une loi qui est passée. Mais avant, si vous voulez, le pilote qui disait « j'ai vu un ovni », on l'interdisait de vol. Hein. On lui disait, attendez, vous n'êtes pas sérieux, vous êtes malade, ou alors vous avez une obsession, ou vous avez trop bu, ou vous avez des problèmes de... Mais enfin, vous avez quelque chose. Ça calme l'envie de reporter ce qu'on a vu. What steps do you think have to be taken to improve a pilot's UAP reporting? Right now, we need a system where pilots can report without fear of losing their jobs. There is a fear that the stigma associated with this topic is going to lead to professional repercussions, either through management or perhaps through their yearly physical check. So having a secure system, reducing the stigma, and making this information available through the public is going to reduce the concerns that aircrew have. Alors qu'est-ce que fait le pilote ? Quand il sait que ça met en jeu sa possibilité de piloter, il ne va pas le raconter, il le garde pour lui. Et il y a eu des quantités de témoignages qui ont été gardés par les pilotes, qui ont vu des choses, et qui ont été gardés par les pilotes jusqu'au moment où la parole, je dirais, s'est libérée. Hein ? Et c'est arrivé après progressivement. Et puis alors là, on a vu des gens extraordinaires. On a vu, un général raconter qu'avec son équipage, ils avaient vu un ovni voler à côté d'eux. Bon, quand vous avez un général et tout un équipage d'aviation qui raconte la même chose, là, on n'est plus dans l'abus de vin rouge. Hein. C'est plus du tout la même chose. Ça devient très sérieux. On a vu les Américains, par exemple, raconter, des pilotes de chasse américains, même pour le Vietnam, raconter qu'ils avaient eu à certains moments des petits engins qui les avaient suivis pendant des dizaines de minutes. Bon, et là, ils ont raconté ça. Mais à l'époque, personne n'osait en parler, parce que je vais me faire virer, je sais pas. Et puis là, les gens commençaient à parler. Et c'est vrai que c'est très bon, parce que maintenant, les gens parlent. Aux États-Unis, ça se débloque. En France, ça reste un petit peu compliqué. Aux États-Unis, ça se débloque. En Chine, ça se débloque aussi, parce que les Chinois ont dit qu'ils avaient lancé des cellules comme le GEPAN en France et autres pour étudier tout ça. Bon, les Russes, on sait aussi qu'ils se penchent sur le problème. En réalité, tous les grands pays commencent à dire il faut qu'on regarde ça de plus près, hein, et qu'on sache ce que c'est vraiment. Et par rapport à ça, justement, la posture des gouvernements, j'ai envie de reparler un petit peu de la France. Tout à l'heure, je parlais de 54, mais en 73-74, il y a une autre grosse vague d'observation qui a beaucoup fait parler, à tel point que le ministre des Armées de l'époque, Robert Galet, s'est exprimé publiquement sur la question, et il a eu une posture qui, aujourd'hui, nous paraît presque étonnante pour un homme politique. Depuis, on n'a jamais vu un homme politique, en tout cas en France, parler aussi ouvertement et sincèrement, comme vous êtes en train de le faire, de ce phénomène-là. Il est certain qu'il y a des choses que l'on ne comprend pas.
Il y a aussi la multiplication, alors tout à fait impressionnante, des observations visuelles, de phénomènes lumineux qui sont tantôt sphériques, tantôt ovoïdes, etc., et qui se traduisent par des déplacements extraordinairement rapides. Je dois dire que si vos auditeurs pouvaient voir, n'est-ce pas, l'accumulation des renseignements de la gendarmerie qui ont été transmises, si vous voulez, au CNES par nos soins, c'était toutes les pièces que nous possédions, c'est effectivement assez troublant. On a par exemple notre ministre de l'Industrie, Roland Lescure, qui il n'y a pas si longtemps a répondu à une question d'un internaute. On a à peu près 700 déclarations par an de ces pannes. Avec un mélange de condescendance et de mauvaise foi, ou alors d'ignorance, on ne sait pas bien. En tout cas, il s'est fait un petit peu taper dessus à tel point que son cabinet a dû s'excuser auprès des gens qui avaient mal pris sa prise de parole. Sur ces 700, il y en a 97 qui sont très bien identifiés. Ça peut être un satellite, ça peut être un reflet de la Lune, ça peut être entre nous quelqu'un qui a bu un coup de trop, qui a déclaré quelque chose qui n'existait pas. Donc ma question c'est... La posture de la France en ce moment vis-à-vis du phénomène, est-ce qu'elle est, enfin, comment vous la percevez-vous ? Elle ne se débloquera, si vous voulez, que le jour où il y aura le ministre de la Défense ou le Premier ministre, si vous voulez, des gens qui sont véritablement concernés, ou le ministre de l'Intérieur, enfin ceux qui sont concernés par la défense, qui répondra à une question et qui dira oui, nous avons un certain nombre de phénomènes que nous ne comprenons pas, qu'on est incapable d'expliquer, dont on a vérifié qu'ils ont existé, que ce sont des vrais phénomènes, enfin que c'est pas une invention ou et on se pose des questions, parce qu'au moins il dira ça. Comment on les interpelle, ces hommes politiques en France ? Il suffit qu'il y ait une question au gouvernement de la part d'un député. Ils ont peur de paraître ridicules. Vous voyez, le gars dit mais moi vous n'allez pas me faire parler, vous vous rendez compte, parler des ovnis, on va me dire ça y est, ils voient des extraterrestres partout. Là ils vont se déchaîner si vous voulez. Donc les gens ont peur. Alors qu'en réalité, il suffit de parler sur le plan factuel, pas faire de la science-fiction. Le problème n'est pas de savoir s'ils viennent d'ailleurs et autres. On ne sait pas s'ils sont qu'est-ce qui peut piloter ça et comment. Est-ce que c'est à distance ? Est-ce qu'il y a des êtres dedans? Est-ce que c'est piloté avec des appareils? On n'en sait rien, des robots, on n'en sait rien du tout. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il y a quelque chose qui régulièrement est autour de nous et qu'il va falloir un jour qu'on essaie de comprendre ce que c'est. Je suis absolument d'accord. Moi, c'est l'objet de ce projet. C'est ce que vous faites. C'est pour ça qu'on peut qu'approuver ce que vous faites. Et j'essaie de le faire, mais je l'ai aussi fait parce que j'ai presque été forcé, de par la faillite des médias, en fait, à relayer honnêtement et sérieusement cette information. Les médias ont très, très peur de ce genre de choses, sauf des médias à sensation, mais les médias sérieux, dits sérieux, ne veulent pas. Ça change un peu quand même grâce à ce qui se passe aux États-Unis. Parce que quand on a vu aux États-Unis le Congrès et la Chambre des représentants qui se sont émus, qui ont demandé communication de rapports secrets. It's essential we keep working on our proposal to create an independent presidentially appointed review board that can oversee UAP classified records and create a system for releasing them where appropriate to the public. Quand on a vu les derniers grouches, le whistleblower, comme on dit, le lanceur d'alerte, on va en parler. Qui dit on cherche des débris d'OVNI, alors là, et là on va en parler parce que c'est très intéressant effectivement, là on se dit, attends, tout le monde se dit, s'ils en sont à ce stade-là, c'est qu'il y a quelque chose. At the time, due to my extensive executive level intelligence support duties, I was cleared to literally all relevant compartments and in a position of extreme trust, both in my military and civilian capacities. I was informed in the course of my official duties of a multi-decade UAP crash retrieval and reverse engineering program. Les congressistes américains, les représentants américains, ils ne vont pas perdre leur temps à tout ça. Et on découvre qu'il y a des budgets qui ont été investis de manière très importante, qu'il y a des recherches qui sont faites. Et là, on se dit, attends, non, ils ont un vrai problème. Ouais. Ils ont un vrai problème et ils essaient de comprendre. On revient à la même chose. I think the American people have a simple question, which is, if none of this exists, if this is all false, why at every turn are there people trying to stop the transparency and the disclosure? Est-ce que vous pensez qu'on devrait s'intéresser aussi à ce genre de choses en France, au point de vue législatif? Est-ce qu'il y a des mesures à prendre en France qui ne sont pas prises pour le moment? En France, on a deux choses. On a le GEPAN qui est censé analyser
tous les incidents qui se passent pour justement faire la part des choses entre ceux qui sont inexplicables et ceux qui sont de simples incidents classiques, banals. Bon. Et là, on a une richesse formidable, parce que les Français, ça fait des dizaines d'années qu'on fait ça. C'est un des premiers organismes officiels. Oui, c'est le premier à avoir été créé pour faire ça. Ouais. On a une base, mais maintenant, il n'y a pas une mobilisation, comme on assiste actuellement aux États-Unis, en tout cas officiellement. Il n'y a rien qui s'est passé chez nous par rapport à ce qui se passe aux États-Unis. Est-ce que vous savez si, en France, aujourd'hui, les PAN sont un point d'intérêt du renseignement français? Alors, en tout cas, officiellement, non. Officiellement, non. Alors, ceci dit, je pense qu'avec l'arrivée à la tête de la DGSE du patron de la DGSI, donc de la sécurité intérieure, et qui est passé à la sécurité extérieure, il est probable que lui a déjà son attention a été attirée au niveau national par des choses qui ont pu être vues. Et puis, ils ont les informations sur le fait que les Américains se mobilisent, que les Russes se mobilisent, que les Chinois se mobilisent. Donc, forcément, on va y rentrer. Ouais. Alors, discrètement, et on va essayer de comprendre. Mais on ne comprendra pas mieux que les autres, parce que pour le moment, on manque d'informations. Vous disiez que peu à peu, il y a des informations qui sortent, absolument. notamment aux États-Unis. Ouais. Il se trouve qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de gens qui défendent un principe, le principe de soft disclosure, ce qu'ils appellent soft disclosure, Oui. donc une divulgation douce. Ils pensent que du coup, ce qui est en train de se passer aux États-Unis serait finalement quelque chose de contrôlé, dans le sens où on essaierait d'habituer, morceau par morceau d'informations, habituer la population à la révélation du grand secret de l'origine de ces objets. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Vous avez raison, parce que... Mais il faut bien comprendre, on est aux États-Unis. Les États-Unis, ils sont habitués depuis des centaines d'années, en tout cas depuis au moins 100 ans d'ailleurs pour le moment, à dominer totalement tout. Donc ils sont les meilleurs sur le plan aéronautique, sur le plan spatial, ils dominent tout. Bon. Mais le problème qu'il y a, si vous voulez, c'est que on le voit bien, on l'a vu avec Elizondo qui a été le premier à en parler, parmi les gens qui ont parlé du phénomène OVNI, en venant tous des services, de différents services. And so, Lou, when you were the director of this special program at the Pentagon, what information did you see that the rest of us don't know about? Well, I think what's important here is we're talking about eyewitness testimony from trained observers. These are individuals we have spent millions of dollars training for them to recognize the silhouette of a F-16 versus an Su-22 versus a MiG-25, in some cases from 25 miles away. And what they're reporting to us are really extraordinary vehicles doing extraordinary things. And furthermore, it's backed up by electro-optical data, such as gun camera footage, and further backed up by radar. So in essence, you have three distinct pieces, or if you will, collection sources that are all providing the same information at the same time, at the same place, under the same circumstances, and all really validating what the pilots are seeing. And so it's very compelling. And at this point, we know it's real. Quand vous voyez, par exemple, April Haines, qui est la chef du renseignement américain, de l'ensemble du renseignement américain, qui a été interviewée là-dessus, elle a été très claire. Elle a dit oui, il y a des choses qu'on ne comprend pas et on cherche et on essaie de comprendre. Donc elle a pas nié. And the main issues that Congress and others have been concerned about are basically safety of flight concerns and counterintelligence issues. But of course, there's always the question of, is there something else that we simply do not understand that might come extraterrestrially? Quand vous avez la patronne de l'ensemble des services de renseignement américains qui vous dit ça, il n'y a pas de doute, il y a quelque chose. Puis il y a eu des gens comme même Christopher Mellon, qui est quand même secrétaire d'État à la Défense. We should consider the accounts of the Nimitz aviators and radar operators as highly credible evidence of intelligently controlled craft doing things we cannot emulate and don't understand. Our military is encountering intelligently controlled, solid objects invading restricted military airspace, sometimes flying in formation. In many cases, they're emitting radiation in the 1 to 3 and 8 to 12 gigahertz range. Multiple credible reports indicate these objects have rendered segments of our nuclear deterrent inoperable. In other recent cases, they're jamming radars on fighter aircraft. We also have multiple cases of near mid-air collisions and other cases involving serious injuries to military and civilian personnel. Imaginez un de nos secrétaires d'État à la Défense qui disent « bah oui, moi j'ai arrêté, mais j'ai été confronté à ce type de problème. Oui, ça existe. » C'est clair, vous voyez. Donc, de ce côté-là,
Ils ont été jusqu'à un certain point. Mais c'est vrai, et ça c'est la soft disclosure douce, oui, tout à fait, qui est américaine, c'est qu'on y va par petits pas parce qu'on ne veut pas affoler les populations. Quand vous regardez donc, aux États-Unis, il y a plusieurs choses. D'abord, il y a effectivement, on a vu les images, les premières images, et depuis, il y en a d'autres qui sont sorties. Dude, there's a fucking drone, bro. There's a whole fleet of them. Look on the ASA. My gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots from the west. Look at that thing, dude. That's not our LNS, though, is it? It's not. That is an LNS, dude. Well, if there's like... Look at that thing. It's rotating. Bon, comme on disait, on voit bien ces engins. Il n'empêche qu'on n'a pas tous les éléments et toutes les données sur ces engins. Hein. On voit effectivement des engins qui zigzaguent, qui vont très vite et autres. Mais comme on n'a pas les mesures de vitesse qu'on pourrait avoir, hein, parce qu'ils ont des radars, ils ont tous les systèmes. Hein. C'est un peu ce qu'on appelle en américain les teasers. Vous savez, c'est pour un peu attirer, pour dire, attends, il y a un truc, là on vous montre un peu, mais pas trop. Hein. Il faudrait qu'ils aillent plus loin pour qu'on sache ce que c'est. Il y a un élément aussi, par exemple, très intéressant qui a été montré, c'est on voit un engin qui est en vol et qui brutalement rentre dans l'eau, continue à la même vitesse, c'est ça qui est étonnant, il continue à la même vitesse sous l'eau et il ressort. Et il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de gerbe d'eau et autres. Parce que ça, c'est un truc très intéressant que vous soulevez. C'est que très, très ces important. objets-là, il y a très peu de gens déjà qui savent que les ovnis sont une réalité, mais qu'en plus les ovnis ne sont pas uniquement volants, mais qui se déplacent également sous l'eau, sans perte de performance. Et là, on découvre alors autre chose, parce que il y a effectivement la fameuse Navy américaine, on sait qu'elle a fait des enquêtes là-dessus, parce que, alors il se dit, mais là on n'a pas d'éléments, mais il se dit qu'ils auraient identifié avec leurs sonars, hein, les sonars des sous-marins et autres, ils auraient identifié des engins inconnus, hein, se déplaçant à une vitesse incroyable sous l'eau. Or là, nous on ne sait pas faire, on a nos limites si vous voulez, et tout le monde se dit qu'est-ce que c'est que ce truc ? Il y a un amiral de l'armée, l'amiral Tim Gallaudet aux États-Unis, qui lui est très ouvert sur cette question et dit des choses vraiment spectaculaires. Oui, mais attendez, un engin qui va sous l'eau, mettons à 2000 ou 3000 km/h ou 3000 km/h, je ne sais pas si vous voyez ce que ça peut donner quand ça tape sur un porte-avions. Hein. We know we see them in the water too. The last example that I saw was from the USS Omaha off Southern California. On a pitch-black night off the coast of California, newly leaked video allegedly shows one of the U.S. Navy's stealth ships tracking an unknown object in the sky. And after a few minutes... Splashed. The aircraft carrier, if you look at your screen right now, is right in the center dot. And those unknown objects, totaling 14 at one point, are around the carrier. The ball can be seen making a controlled flight over the ocean for an extended period before splashing into the sea and disappearing. For days, it sort of played games with 5 of the ships out there appearing on radar and sonar. Sometimes you could see these things visually, but not on sensor systems. Sometimes on sensor, but not visually. It was really weird. They don't know what it is. And there's other examples too. Classified examples I can't talk about, but confirmation that we see these things underwater. And we're never going to have a full understanding of what the nature of UAP unless we look in the water too. Donc il y a des enregistrements d'objets allant à plusieurs milliers de kilomètres sous l'eau. On revient à cette inquiétude légitime en disant mais attention, cet engin, s'il est agressif, qu'est-ce que ça peut être ? Parce que qu'est-ce qui pourrait affoler les Américains ? C'est si on leur dit il y a quelque chose, on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas ce que c'est, mais qui peut à tout moment débarquer aux États-Unis, nous attaquer ou nous faire subir des trucs épouvantables, on ne sait pas les arrêter. Alors là, pour l'Amérique, c'est un choc très mauvais, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais comme tout pays, d'ailleurs, dans tout pays, ce serait un choc. Hein. Mais pour eux encore plus, parce qu'ils pensent qu'ils sont un peu... L'Américain moyen pense qu'il est invulnérable, si vous voulez. Mais finalement, ce que vous dites, ça me fait penser à ce que vous avez dit au tout début par rapport à cet incident au-dessus d'une base nucléaire. Ouais. Donc cette base, c'est la base de Malmstrom. Vous êtes bien au courant, c'est bien. Oui, ce cas précis est exceptionnel. Ah oui, très intéressant. Dans le milieu, et il est ultra documenté. Et donc le colonel Robert Salas en a parlé, mais toutes les personnes qui étaient dans les bases en ont parlé également. Ben oui, bien sûr. Ça pose problème. Ça pose problème. Ce que je voulais dire par là, c'est que vous parlez de l'agressivité éventuelle de ces objets. Et ce qu'on observe, par exemple, au-dessus de cette base, c'est qu'il y a presque une envie de montrer
qu'ils sont capables de contrôler ce que nous on Oui, contrôle, si vous voulez, en fait, presque pour nous dissuader, pour nous dire de toute manière, on est plus fort. Voilà, il n'y a pas de signe agressif, mais il faut une démonstration en toute tranquillité quand même de quelque chose qui est terrible. Venir au-dessus d'une base nucléaire et puis neutraliser les engins, c'est quand même... Si on se met dans une psychologie qui est la nôtre humaine, on est juste en train de montrer, voilà, on est capable d'éteindre vos ogives, votre technologie, c'est pas grand-chose. Oui, mais après, si vous voulez, si on pousse la chose plus loin, on peut se demander si les déconnexions n'ont pas été dues à un champ magnétique très important émis par l'engin, parce que ça lui permet de voler, ou parce qu'il est capable d'émettre un champ magnétique très fort et qui va tout... Donc derrière, il y a plein de questions, si vous voulez, techniques. Oui, Luc Dini nous a expliqué que ces engins souvent dégageaient de forts champs électromagnétiques qui pouvaient venir brouiller à des appareils électroniques. Exactement. Donc, si vous voulez, c'est pour ça. Alors, est-ce que eux-mêmes, leur émission est suffisamment forte pour bloquer chez les autres, ou est-ce qu'ils sont capables d'augmenter leurs émissions pour effectivement bloquer? Il y a plein de questions auxquelles on n'a pas de réponse aujourd'hui, mais qui intéressent évidemment tout le monde, parce que ça intéresse les scientifiques, bien entendu. On est certain, par exemple, que, ça c'est sûr, on est certain que, vu les configurations de vol de ces engins, ils ont réglé le problème du magnétisme. Le fait que le fer, comme vous savez, dans la Terre, le fer exerce une attirance magnétique sur tout ce qui est autour de nous, visiblement, eux, ils ont résolu le problème. Donc ça, c'est très intéressant, parce qu'autant vous dire, ça fait rêver tous les fabricants de moteurs, d'avions, de autres d'ailleurs. On rêverait d'avoir un système qui nous permet de nous évader des règles actuelles. C'est ce que le commandant David Fravor disait pendant les audiences publiques, lorsqu'on lui posait la question « Est-ce que ces objets-là semblaient défier les lois de la physique ?» Il a répondu « Tels qu'on les connaît, oui. » Oui, c'est ça, tels qu'on les connaît, mais on ne sait pas. Alors, en plus, quand on parle de physique, il y a le problème de la physique quantique, parce que nous interprétons tout ce que nous voyons à travers notre vision de la physique. L'arrivée de la physique quantique va nous obliger à changer nos modes d'appréhension des problèmes. Peut-être que là, on va découvrir, là aussi pour ça, un certain nombre de réponses qu'on n'a pas aujourd'hui parce qu'elles ne sont pas dans notre schéma. A few questions for Mr. Favor. As an expert naval aviator, have you ever seen an object that looked and moved like the Tic Tac UAP? No. Did the Tic Tac UAP move in such a way that defied the laws of physics? The way we understand them, yes. Il y a plein de réponses qu'on va avoir uniquement par l'analyse de ces débris. Donc autant vous dire que pour le moment, c'est classé secret absolu. Alors, on a dit, les Américains ont été amenés, ils ont été forcés avec toutes les fuites à révéler un certain nombre de choses, ou du moins, il a été dit un certain nombre de choses. Quand en 40, on avait récupéré un engin entier en Italie. You say it's a 90-year cover-up? Just about, yeah. 90 years? 1933 was the first recovery in Europe, in Magenta, Italy. Il y a eu quelques informations qui sont sorties sur des morceaux d'engins récupérés, dont visiblement il y en avait au moins un ou deux où c'était un gros morceau. Bon. Après, on a des témoignages, effectivement, d'accidents d'OVNI. Là, c'est pas nous qui les avons tirés, c'est des accidents d'OVNI dans lesquels il y aurait des morceaux qui auraient été récupérés. Tous les scientifiques du monde, ils rêvent de pouvoir analyser ce genre de trucs parce qu'ils espèrent à travers ça avoir les réponses aux problèmes qu'on évoquait avant. Justement, on a Jacques Vallée, donc, qui est un Français, qui est un grand spécialiste. Un très grand spécialiste de diverses choses, aussi bien l'intelligence artificielle qu'un des fondateurs, un des créateurs d'Internet, mais aussi un ufologue de renommée mondiale, vraiment. Lui aurait réussi à mettre la main sur des débris. Et si je dis ça, c'est parce que vous disiez que des scientifiques adoreraient pouvoir étudier cela. Et il s'avère que très récemment, à Stanford, justement, il y a une fondation qui s'appelle la Fondation Sol, qui regroupe énormément de scientifiques différents, mais pas que. Parmi ces scientifiques, un des fondateurs d'ailleurs de la Fondation Sol, Gary Nolan, s'est vu prêter des débris par Jacques Vallée et a étudié ces débris. Et il a, pendant ce premier colloque à Stanford, montré les premiers résultats d'analyse de ces objets. This is the world's, at least public, first UAP alleged material studied at the atomic level. Quand les gens, on vous dit, des morceaux d'un OVNI, ils disent c'est pas sérieux. Si,
Parce qu'un OVNI, comme tout, il peut y avoir un accident, hein, comme tout, et ça arrive. Hein. Bon, une machine qui dysfonctionne, ça arrive. Bon, si on peut récupérer des éléments, ben, évidemment, ça nous donne des réponses à plein de questions qu'on se pose. Hein? If I look in the aluminum on the top, again, it's incredibly pure. It has like a single oxygen molecule amidst a million. I don't know who does that, and why would you do it? It's attached to a zinc thing underneath, which has some aluminum in it, but look at how it's non-uniformly distributed. This case, I mean, this is clear sign of engineering. I mean, the interface between those things is like exact, down to the atom. Alors bien sûr, il faut avoir suffisamment d'éléments pour le recouper, comme on dit dans le renseignement. Hein, il faut vérifier, il faut se méfier d'un seul élément, il faut avoir plusieurs. Mais une chose est certaine, c'est que ça intéresse tous les fabricants d'avions et de fusées. Hein, c'est clair. On est qu'au début de cette histoire. Hein, et comme toujours, il ne faut pas en avoir peur. Il faut se dire, non, on est devant quelque chose qu'on ne sait pas, on ne sait pas ce que c'est. On trouvera plus ou moins. Mais de même, si vous voulez que... Alors on vous dit... alors là, je vais sortir complètement de ma rationalité. Moi, vous l'avez bien compris, moi je suis très factuel, hein, je suis très rationnel. Mais on vous dit, par exemple, on va dire, ah oui, mais ça peut venir d'ailleurs. Alors la réponse immédiate des professionnels, c'est impossible. Il faudrait des années-lumière pour qu'ils viennent d'endroits... Bon. Mais on n'en sait rien. Les années-lumière en question, c'est parce que nous marchons avec l'équation d'Einstein, qui fixe une vitesse limite à la lumière. Mais certains travaux scientifiques actuels montrent que probablement on peut accélérer considérablement la vitesse de la lumière. Bon, si c'est vrai, eh ben, peut-être que ce qu'on croit, nous, à 5 années-lumière est peut-être à 1 mois. Bon, ça devient complètement différent. Mais c'est pas le même voyage. C'est pas du tout le même voyage. Hein? 1 mois, on sait faire. Hein. Quand on avait les caravelles, on mettait 3 mois pour aller de l'autre côté de l'Atlantique. Hein. Bon, et ça choquait personne. Donc, c'est pour ça, il y a aussi, là encore, les découvertes du futur vont nous permettre d'y voir un peu plus clair. Bien sûr. Si, inversement, ces objets-là sont humains. Oui, tout est possible. On aurait développé des technologies absolument ahurissantes dans la fin des années 40 au moins, puisque c'est là que les observations commencent à être assez claires sur le sujet. Donc c'est fabriqué par l'homme. Est-ce que ça c'est envisageable d'une part? Est-ce que c'est possible que nos renseignements ignorent? Alors là, je reprends ce que je vous disais au début quand on parlait du secret. Ça semble impossible. Alors impossible mais pas français. Hein. Mettons incroyable. Hein, ça semble incroyable que un groupe, quel que soit un pays, un groupe de gens, ce que vous voudrez, ait pu inventer, développer, faire fonctionner ce genre de choses sans qu'il y ait eu une seule fuite. Bon, les Américains qui sont habitués à garder le secret, quand ils ont fait tous leurs engins, quand ils avaient le X-15 qui allait à une vitesse incroyable, l'avion le plus rapide du monde, quand ils avaient les Steels, donc les chasseurs, le B-2, tout ça, bon, c'était top secret. Il y a quand même eu des petites fuites. Pas grand-chose, hein. Mais un gars qui disait « Ah ben j'ai vu un drôle de truc qui avait pas d'empennage. » Bien. Bon. Et ça volait? Oui, ça volait. Je l'ai vu décoller. Ah. Vous voyez? Donc, il y avait des petits trucs, c'est tout. On n'avait pas 50 explications. Mais il y a toujours... Et là, comment se fait-il qu'on n'ait absolument rien? David Grusch, lui, justement, il dit qu'après une enquête de 4 ans, il a découvert l'existence d'un programme qui s'occupait justement de récupérer ces objets, ou alors des débris, mais aussi des objets entiers. Il affirmera que les États-Unis en ont récupéré plusieurs. Oui, c'est ce qu'il se dit. Entiers. Il parlera d'un two-digit number, ce qui implique qu'ils en auraient récupéré au moins une dizaine. Oui. Et lui, il pousse le truc encore plus loin, comme on le disait tout à l'heure. Il dit qu'il y aurait même des restes biologiques qui auraient été récupérés avec ces objets. C'est là où je suis un peu méfiant. Je comprends. Moi, justement, j'en viens à ma question. Qu'est-ce que vous pensez de David Grusch? Quel est votre avis sur son témoignage? Mr. Grusch, finally, do you believe that our government is in possession of UAPs? Absolutely, based on interviewing over 40 witnesses over 4 years. And where? I know the exact locations, and those locations were provided to the Inspector General and some of which to the intelligence committees. I actually had the people with the first-hand knowledge
provide a protected disclosure to the Inspector General. La grande question sur David Rush, comme d'ailleurs on avait eu sur Elizondo avant, c'est de savoir s'il fait ça spontanément. Je fais ça parce que je pense que l'Amérique doit être au courant, c'est tellement important, tellement grave, ou plus tordu, mais parfaitement possible quand on connaît comment ça se passe, c'est on lui dit, toi, tu vas révéler des petites choses qui vont permettre aux gens de commencer à comprendre qu'il y a peut-être quelque chose qui nous dépasse. Mais on va y aller doucement. Donc la soft disclosure, la divulgation douce dont on parlait tout à l'heure. Et là, on a eu Elizondo, on a Grus, on en a... Bon, ce qui n'est pas exclu non plus, parce que c'est aussi assez logique. Ce serait une bonne méthode, selon vous, de procéder comme ça ? Ah oui, c'est déjà arrivé. On va doucement parce qu'on ne veut pas avouer qu'on est défaillant et on veut donner confiance aux gens en disant, parce qu'à la fin, si vous voulez, on dit, bon, c'est vrai, bon, il y a des choses, on ne les maîtrise pas, mais vous avez vu, on a les débris, on a reconnu, on travaille, dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, on aura trouvé la solution. C'est pas vrai, mais ça calme tout le monde. J'aimerais qu'on parle du UAP Disclosure Act, qui est donc un amendement qui a été poussé par plusieurs membres du Congrès et du Sénat, et qui demande la divulgation complète de toute la documentation liée aux ovnis. Et il demande également que s'il y a récupération d'objets, ils doivent être communiqués au gouvernement. Et ils disent également que s'il y a... en tout cas, le texte initial demandait que s'il y a des restes biologiques, ils devraient aussi être communiqués au gouvernement. All right, since News Nation's groundbreaking reporting on the government's alleged UFO recovery program, some lawmakers have been crusading for the Pentagon and other government agencies to disclose more of what they know. At the center of it all is David Grush, the former Air Force intelligence officer who told News Nation exclusively about what he says he uncovered, and even more intriguing, what he legally cannot say because it's classified. Lawmakers were trying to learn more about those secrets, but now it all seems to have hit some major turbulence. Aux États-Unis, il y a quelque chose qu'on appelle le gang des 8, qui consiste en fait à un groupe de 8 personnes sur les 535 membres du Congrès et du Sénat. C'est ça, qui sont autorisés à rendre certaines choses. Enfin, en tout cas, ils ont accès à des informations classifiées, auxquelles les autres n'ont pas accès. Et ce qui est intéressant, c'est que la moitié de ces 8 membres du gang des 8 jouera un rôle clé dans le UAP Disclosure Act, puisque on a Chuck Schumer et Marco Rubio qui en font partie, qui eux seront sponsors vraiment pour la transparence vis-à-vis du phénomène. Et en face, on a ceux qui vont faire quasiment capoter, en fait Mike Turner et Mitch McConnell, qui eux vont s'y opposer, vont faire en sorte que le texte passe en commission mixte paritaire, où il va être complètement... où en fait il va être déplumé de toute sa substance intéressante, quoi. It is really an outrage the House didn't work with us on adopting our proposal for a review board, which of course by definition here is bipartisan in the Senate. Now it means that declassification of UAP records will be largely up to the same entities that have blocked, obfuscated their disclosure for decades. Chez les élus américains, vous en avez qui souhaitent vraiment, qui disent il faut tout mettre sur la table. Vous savez, c'est la transparence totale. Le concept de transparence totale, il existe chez nous, il existe aux États-Unis, partout. Il y a une mode, enfin un certain nombre de gens qui disent il faut tout mettre sur la table. Les gens sont suffisamment grands pour comprendre. Donc, pas de raison. Il y a les militaires, eux, qui disent attendez, c'est un problème de sécurité nationale. Si on met tout sur la table, on va être obligé de révéler des choses qui pourraient aider nos ennemis et nos concurrents. Si, par exemple, on dit il y a un métal, il y a un alliage qu'on a trouvé, qui est... Voilà la formule de l'alliage. Si vous avez la formule de l'alliage, la Chine ou la Russie ou l'Inde, par exemple, ont des services de recherche qui sont capables de reproduire l'alliage, s'il est possible de le faire en Europe, en France, ou aux États-Unis, ou ailleurs. On est d'accord, Si c'est évidemment uniquement fait dans l'espace et autres, avec un métal qu'on ne connaît pas, ça c'est autre chose. Mais si c'est possible de le faire, ils peuvent le faire. Donc on va en définitive transférer ce qui est devenu un secret, puisque nous on sait que ça marche comme ça et les autres ne le savent pas encore, de le dévoiler, ça va permettre à d'autres d'avoir la même connaissance que nous. Sur le plan de la défense, c'est une erreur. Donc personne ne veut être le premier à déclassifier en fait. Et c'est ça l'opposition qu'il y a eu. Il y a ceux qui disent non, il faut dire à tout le monde, et les autres qui disent mais non. Si effectivement c'est vrai,
on a, par notre connaissance, un avantage concurrentiel, si on peut dire, hein, par rapport à nos ennemis, qu'il faut préserver par tous les moyens. Donc, on ne va pas tout dire. Et ils sont arrivés à une solution un peu intermédiaire, puisque on dit, on va informer un certain nombre de membres, dont les fameux 8 là, hein, mais attention, dans le cadre d'une procédure secrète, c'est-à-dire qu'ils vont être mis au courant, donc plus personne ne pourra dire qu'on a tout caché, mais ils n'auront pas le droit d'en parler sous peine de vie en prison, donc en définitive, on garde le truc secret. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc si tout cela est vrai, comme vous disiez, est-ce qu'il est possible que nos renseignements l'ignorent ? Ah bah oui, bah si vous avez, s'ils ont récupéré, par exemple, un engin et un ovni, qu'ils l'ont décortiqué, qu'ils ont regardé comment c'était et tout, ils vont pas le clamer partout ailleurs, donc on n'est pas censé le savoir. Même nous, en étant alliés, c'est pas quelque chose qu'on peut... Ah non, peut... mais là, il n'y a pas d'alliés. On fait des missiles et des avions de chasse, hein, les Français. Ouais. Bon, les Américains, ils vendent des missiles et des avions de chasse. S'ils ont la possibilité, à travers ça, d'être plus performants que nous, ils vont pas le mettre sur la place publique, ils vont pas nous le donner pour qu'on leur fasse concurrence. Vous parliez d'un objet récupéré en Italie. Pourquoi cet objet finirait sur le territoire américain ? Alors, si l'histoire est vraie, et elle est probablement vraie, parce que je ne vois pas pourquoi ils inventeraient cette histoire-là, bon, si elle est vraie, bon, à l'époque, personne ne prenait au sérieux ces histoires-là. Donc, si vous voulez, quand on vous dit il y a un engin, machin, bon, les spécialistes américains ont dû arriver, ont dû dire au type, non, vous inquiétez pas, c'est un reste de vieux bombardiers, machin, allez, on vous donne 3 pommes de terre et vous nous permettez de l'embarquer. Je suis sûr que c'est comme ça que ça s'est passé, hein. Tout à l'heure, on parlait du rapport Cometa. Oui, tout à fait. Les gens ne se rendent pas du tout compte en France à quel point ce rapport, même dans le monde, à l'époque, c'était quelque chose d'absolument unique, exceptionnel. Et pourtant, ailleurs dans le monde et aux États-Unis, ce rapport, il est plus connu qu'en France, bizarrement. Déjà, j'aimerais bien qu'on en parle un petit peu. Ce que vous pensez de ce rapport-là, vous nous avez dit déjà tout à l'heure que c'est un truc qui vous a un peu mis le pied à l'étrier sur la question. Absolument. Et aussi, pourquoi c'est quelque chose qui finalement a un petit peu disparu ? On n'en parle pas trop comme ça. Parce que ça a gêné tout le monde, si vous voulez. Parce que normalement, jusque-là, les ovnis, c'était les petits hommes verts, c'était des loufoques, hein, c'était Valençol, si vous voulez, hein, c'est la soupe aux choux, enfin c'est ce que vous voulez, c'est bon. Hein, bon. Et là, ce sont des gens de très haut niveau, c'est top, hein, les gens qui font l'IHEDN, c'est pas des petits, hein, c'est la crème de l'administration, de l'armée et autres, bon, qui font un rapport ultra sérieux en disant mais oui mais attendez c'est très sérieux, il faut s'y intéresser vraiment parce que voilà il y a plein de preuves qui montrent que il faut regarder et ça peut être très intéressant y compris pour les gens qui sont sérieux je dirais dans la recherche savent très bien qu'il y a quelque chose, ils savent qu'il y a quelque chose, ils savent pas quoi et il y a quelque chose et qu'il faut regarder. Bien sûr le grand public il n'a pas encore bien compris mais au fur et à mesure de ces dévoilements successifs à des Américains en particulier, le grand public se dit mais il y a peut-être quelque chose derrière quand même, c'est bizarre. Hein, tu as vu ça, c'est quand même, c'est pas, hein, on peut pas dire que c'est la soucoupe volante classique, machin, non, c'est pas ça, c'est autre chose. Alors là, les gens commencent à... Et donc oui, il y a un processus qui est en train de se mettre en marche et qui, en définitive, je pense, a démarré avec Cometka. Vous en parlez avec Vallée, par exemple. Quand Vallée a commencé à s'intéresser à l'ufologie, on le prenait pour... Lui, il dit même qu'il a dû partir aux États-Unis pour pouvoir mener à bien ses recherches, parce qu'en France, il était pris pour un dingue. Non, il est malade. C'est très dommage. Il est malade. Parce qu'en plus, un scientifique de son calibre, du coup, il allait faire des merveilles aux États-Unis, mais pas chez nous. Ben oui, et si vous voulez, vous voyez, il y a quelque temps, il y a eu un colloque à Paris, et Christopher Mellon aussi est venu. Hein. À l'Eco-Event. Ouais. Chris Mellon, secrétaire d'État adjoint à la Défense, donc c'est pas rien. Bon, alors il dit pas tout, hein. Parce que lui, le secret, il sait le manier, hein. Il sait ce qu'il veut dire et il sait très bien ce qu'il dira. C'est un responsable du Pentagone. Hein. Bah ouais, exactement. Et puis en plus, il doit protéger le secret parce qu'il peut se faire taper sur les doigts. Mais on voit bien quand ils discutent qu'ils sont effectivement devant un problème qui est maintenant reconnu. L'information a un petit peu du mal pour l'instant à ruisseler jusqu'au grand public et d'abord jusqu'aux médias. Oui, mais ça vient peu à peu. Moi, je trouve. Et vous parliez justement de l'Eco-Event, donc où s'est présenté Christopher Mellon dont vous parliez, Jacques Vallée, tout un tas d'autres ufologues et scientifiques. Ils étaient tous là. C'était en novembre dernier, ça s'est passé à l'université de la Sorbonne. Absolument. C'est quand même pas n'importe quoi, la Sorbonne.
Pourtant, les médias n'en ont absolument pas parlé. Les quelques médias qui en ont parlé, encore une fois, on en parlait de manière un petit peu légère et moqueuse. C'est quand même dommage. Ah ben écoutez, et je peux vous dire qu'avant le colloque lui-même, c'est Luc Dini qui avait organisé ça, parce que c'est vraiment... S'il y en a un qui connaît bien tout ça, c'est Luc. Et Luc avait organisé une réunion en petit comité où il y avait Vallée, Mellon et les autres. On était une dizaine, hein. Ben, je peux vous dire que c'était sérieux. Est-ce que dans ce genre de réunion, il se dit des choses que vous ne dites pas en dehors de cette réunion? C'est pas ça. Si vous voulez, c'est plutôt... c'est le ressenti, si vous voulez. On échange sur un certain nombre de choses. Et je dirais les silences des uns ou des autres sont indicateurs de quelque chose. Si vous voulez. Mais Christopher Mellon, on disait tout à l'heure qu'il ne disait pas tout. Dans ce genre d'endroit, il continue à ne pas tout dire. Ah mais absolument. Ah, non, mais ça, mais est-ce qu'ils appliquent leurs règles et on ne peut pas leur reprocher. Mais c'est vrai que on dit tiens, vous avez vu telle affaire à tel endroit, puis il y en a un qui va dire ah oui, ben ça c'est très intéressant. Il y a un point là, et puis il y a un petit truc. Bon, mine de rien, pour les autres qui comprennent après comment ça se passe, on dit ah bah tiens là, il y a peut-être quelque chose à regarder. Vous voyez, c'est ça, c'est comme ça que ça se passe. On est dans un domaine qui est tellement pointu à cause justement des conséquences que ça peut avoir sur la défense, sur le plan des armements, comme sur le plan de la défense proprement dite, que tout le monde est quand même très prudent, si vous voulez. C'est clair, hein. Et ça se comprend. Mais quand vous voyez les Chinois qui vous disent « mais nous aussi, on s'intéresse au problème et on a créé une cellule qui travaille là-dessus », vous vous dites « ben non, il n'y a pas que les Européens, il n'y a pas que les Occidentaux, il y a tout le monde et tout le monde est actuellement en train de comprendre qu'on est face à quelque chose. Et qu'il faut qu'on trouve... Et on trouvera. Et peu à peu. Et l'effet de boule de neige, si vous voulez, fera que plus on avancera, plus il y aura d'informations qui sortiront, jusqu'à un moment où on connaîtra à peu près la réalité telle qu'elle est. À peu près. J'espère. On ne sait jamais tout, mais il faut encore du temps. Hein. Il faut encore du temps. Je voulais vous demander, est-ce qu'on peut entraîner une population à regarder dans la direction qu'on veut? Quand je dis on, ah oui, ça c'est les techniques d'influence qui sont utilisées dans tous les domaines. Hein. Aujourd'hui, on en parle pour manipuler les élections, mais les techniques d'influence que tout le monde connaît plus ou moins et que maîtrise plus ou moins, les grands pays en tout cas le maîtrisent très bien, hein, on peut amener les gens à quelque chose vers lequel on veut qu'ils croient. Hein. Et vous, dans une affaire comme celle des ovnis, il est évident que, personnellement, je fais partie de ceux qui pensent qu'aux États-Unis, au minimum, une partie de l'histoire, c'est une manipulation pour nous amener peu à peu à ce qu'ils veulent dire ou pas dire. Donc vous pensez que ce qui est en train de se passer, donc depuis 2017, une partie des révélations peut être contrôlée finalement. Moi, je comprends pas, je vois pas pourquoi un garçon comme Luis Elizondo, qui a travaillé sur ces dossiers, brutalement, il quitte la CIA et il se met à raconter des trucs bizarres. Après, Grouch, il était là aussi, il travaillait sur des trucs comme ça, il quitte, il se met à parler, bizarre. Donc moi, si je vois quelqu'un qui quitte un service et qui devient lanceur d'alerte, tout de suite je dis, il y a manip, qui est-ce qui est derrière? Un camp ou l'autre, hein, mais il y a quelque chose. Donc vous pensez qu'ils mentent, ou alors qu'on leur demande de dire une vérité pour justement progressivement révéler? Vous pouvez très bien ne pas mentir, d'ailleurs il ne faut jamais mentir. Quand vous faites de l'influence, hein, il ne faut jamais mentir. Il faut donner des éléments du dossier, mais pas tous. Et par les éléments du dossier que vous allez donner, vous allez pousser les gens dans un sens. Donc ils donnent des éléments du dossier qui sont de réels éléments, mais ils contrôlent ce qu'ils disent, ils ne sortent pas tout. Ils ne sortent pas tout. D'accord. Et peu à peu, on lâche, peu à peu. Ça me permet de vous poser la dernière question. D'après vous, de quelle origine sont ces objets? Je vais vous dire, moi, comme je vous l'ai dit, je suis factuel, donc pour le moment, je ne me suis pas posé la question. J'attends de savoir, effectivement, la composition de ces engins, si vous voulez, par les morceaux qui ont été, semble-t-il, récupérés, parce que je pense que là, on pourra avoir une idée beaucoup plus précise de ce que ça peut être. Vous disiez, moi, ça me paraît difficile que ce soit dans le monde, donc ça vient d'ailleurs. D'où et des êtres vivants peuvent-ils survivre à des distances et à des vitesses comme celles dont on parle? Si on va dans ce sens-là, effectivement, on débouche sur autre chose. Et qui peut inquiéter beaucoup les gens. C'est-à-dire des civilisations très en avance par rapport à nous. Parce que là, c'est clair. Pour en être là, ils sont très en avance par rapport à nous.
Donc, s'ils sont très en avance par rapport à nous, on revient au problème du début. Bon, peut-être que simplement ils viennent voir ce qui se passe, mais qu'en définitive, ils n'ont aucune intention agressive. Ils nous voient faire, on les laisse s'amuser entre eux. Hein. Tant qu'ils ne foutent pas le monde en l'air, on est tranquille. Voilà. Alors bien sûr, il y a des astronomes qui vous disent les exoplanètes. Maintenant, on croyait qu'il n'y en avait pas. On croyait que la Terre était unique. Hein. On a même brûlé des pauvres gens pour ça. Hein. Et puis maintenant, on s'aperçoit qu'il y a des milliers de planètes, des centaines de milliers de planètes, et pas des millions, dans l'univers, qui sont des exoplanètes, et donc dans lesquelles il peut y avoir une vie entre guillemets. De là à en déduire que d'un de ces mondes, il y a une civilisation plus développée que la nôtre qui est venue, je crois qu'il faut être très prudent. On ne sait pas. On est dans un monde qu'on ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelque chose qui, aujourd'hui, qu'on ne maîtrise pas, qui tourne autour de nous, ce sont les fameux ovnis, hein, et que là, ça par contre, c'est une réalité, que pour le moment, ils sont gentils. Autre réalité intéressante quand même. Hein. Donc, ils sont gentils. Maintenant, à partir de là, on n'en sait pas plus. Ça me paraît être une fin parfaite pour cet épisode. Un énorme merci, vraiment c'était passionnant. C'est un plaisir. C'est un plaisir pour moi de pouvoir échanger avec vous. En plus, vous connaissez bien le sujet, c'est agréable parce qu'on peut se relancer et traiter de plein de choses. Merci, c'était vraiment super. Merci à vous. Et voici pour ce 3e épisode, j'espère qu'il vous a plu. J'y ai personnellement pris beaucoup de plaisir et je trouve qu'il est une bonne synthèse des 2 premiers. J'aimerais remercier Alain Juillet pour l'honnêteté et la simplicité dont il a fait preuve pour parler d'un sujet que beaucoup d'autres trouvent trop périlleux. Si vous souhaitez soutenir ce projet documentaire, vous pouvez vous abonner, laisser un commentaire, liker, partager autour de vous. Merci beaucoup à tous ceux qui ont regardé cet épisode jusqu'au bout et à bientôt pour un prochain.